Merci de m'avoir invité parce que c'est vrai que j'avais rarement eu des invitations pour venir dans ce genre d'assemblée. Je suis ravie. Donc mon nom est Foro Salami Datka et ça ne me trahit pas, c'est pas un nom breton. Je suis née à Ispahan et il y a 36 ans, peut-être un peu moins, un peu plus, enfin, dans ces eaux-là, je suis arrivée à Brest. Et je vis parfaitement bien ces identités multiples, à la fois persanes, c'est un héritage que je chéris, c'est un peu la douceur de ma vie. La Bretagne, c'est toute ma vie, c'est, j'espère, mon avenir. La France, je sais ce que je lui dois. Et l'Europe reste une passion. Une passion, et je pense que l'Europe appartient à toute l'humanité. Mais cette passion m'oblige à dire, je ne sais pas vers où va l'Europe, mais de fait de ma délégation, parce que j'ai l'honneur d'être vice-présidente du Conseil régional de Bretagne aux affaires européennes et internationales, je fréquente beaucoup Bruxelles. C'est vrai que l'Europe est un allié objectif de la Bretagne. Les institutions européennes ont toujours eu à cœur de protéger les minorités régionales, quel que soit le nom qu'on leur donne, mais l'idée est là. C'était notamment le cas dans les années 90, avec une reconnaissance du fait régional pour protéger des territoires à forte identité, à l'instar de la Bretagne, pour préserver leur culture, mais aussi l'autonomie politico-administrative de ces territoires. On peut citer 3 exemples. Il y a eu la Charte européenne de l'autonomie locale en 1989. Il y a eu la Convention cadre de défense des minorités nationales en 1991. Il y a eu la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, dont vous connaissez si bien et vous êtes très actifs. Mais ceci dit, aujourd'hui, l'Europe est faite par les États. Malgré ces dimensions juridiques très intéressantes et très progressistes, tout dépend des États. Est-ce qu'ils veulent le décliner sur leur territoire? En ce qui concerne par exemple la charte de l'autonomie locale, qui était pourtant une charte très inoffensive, la France l'a ratifiée qu'en 2007. Et pour les 2 autres, la Convention cadre de défense de minorités et les langues régionales, la France est parmi les très rares pays européens qui n'a pas encore signé. Ce qui montre que l'institution européenne reste, qui n'a pas encore ratifié au niveau national. Et ce qui montre que le fait gouvernemental domine largement le fait régional au niveau institution européenne qui reste très épris. Et cette dominance des États a été renforcée par le traité de Lisbonne. Donc aujourd'hui, les régions sont, et ça je le vois régulièrement, ne sont pas entendues malgré cet état d'esprit qui existe au sein de l'Union. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, il n'existe qu'une seule solution pour sortir de là, c'est que l'Union puisse avoir une autonomie fiscale, des ressources propres, comme ça a été le cas dans les années 90. Et c'était justement qu'à cette époque-là, où les ressources propres de l'Europe étaient 75% et les contributions d'État étaient de 20%, qu'il y a eu des avancées énormes en faveur des régions. Aujourd'hui, l'Europe vit avec exclusivement, pratiquement, avec les contributions des États. Et les États, quand ils doivent choisir entre l'intérêt de l'Union des peuples européens ou l'intérêt de leur souveraineté, bien sûr, ils vont choisir la deuxième solution. C'est pourquoi nous sommes aujourd'hui dans une phase très compliquée. Ceci dit, il ne faut surtout pas s'en détourner, parce que les Bretons aiment l'Europe,
Et l'Europe peut évoluer dans le bon sens, mais peut-être j'expliquerai ça plus tard. Merci pour l'envie d'un juriste, en fait. J'ai appris quelque chose dans ma vie, alors. Oui, j'ai écouté avec beaucoup d'attention Gilles-Martin Chauffier. Je ne suis pas aussi optimiste que lui. Il y a des perspectives qu'il trace qui peuvent rejoindre celles que je vois moi, mais pas par les mêmes chemins. L'Europe, d'abord, de quoi on parle? L'Europe, ça fait des tas de choses. L'Europe, c'est d'abord, sur le plan géographique, un tiers d'un continent eurasiatique, sur le plan de la géographie physique. Sur le plan des institutions, ça peut être des tas de niveaux. Il y a une Europe qui va comment disait De Gaulle autrefois, non pas de Brest à l'Oural, mais de l'Irlande à Vladivostok. C'est l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, puisqu'elle comprend la Russie. Ça peut être désormais même le Conseil de l'Europe, puisque la Russie, désormais, y est aussi et est soumise aux normes juridiques de la Convention européenne des droits de l'homme et à la surveillance juridictionnelle et à la condamnation éventuelle de la Cour de Strasbourg. Et puis ça peut être l'UE, l'Europe actuelle des 27, enfin les 28, 27, on ne sait plus très bien, ou 26 bientôt. Ça peut être aussi de manière plus réduite, et Gilles en parlait tout à l'heure, la zone euro. C'est plus restreint. Et précisément, nos amis d'Outre-Channel, par l'Irlande, eux se sont bien gardés, même s'ils avaient des relations établies avec la zone euro, de rentrer dans la zone euro. Ils sont toujours restés avec leur livre sterling parce qu'elle leur permettait d'autres accords économiques avec l'ensemble des pays du Commonwealth où la livre est la référence et traité par conséquent des marchés parallèles. C'est pas si simple. Moi, je essayer de me placer sur le plan de la théorie du droit au plus haut niveau. Et je vais partir de ce que sont actuellement, et ça expliquera ce que tu as expliqué il y a un instant, tu as énoncé un instant sur le fait que la France ne ratifie pas un certain nombre de conventions européennes. Il reste désormais la Turquie, la Grèce à cause de la Macédoine, et la France, je crois que c'est à peu près tout. Monaco et l'Andorre. Alors, Monaco et Andorre pour des raisons différentes. Il y a des langues minoritaires à Monaco? Non, il n'y a pas de langue minoritaire à Monaco d'une part, et d'autre part parce qu'il... Hein? Il existe une langue monégasque. Il existe une langue monégasque. Oui, et d'ailleurs, le prince, quand il prête serment en langue monégasque. Oui, elle est très différente du niçois ou pas? C'est très proche. Très proche du niçois, oui. Bon, l'Andorre, c'est plus compliqué. D'abord, ils n'ont pas de représentation diplomatique autonome. Et d'autre part, il faudrait l'accord des deux coprinces, puisque c'est un État qui a une direction bicéphale, difficilement d'ailleurs supportable pour l'un des coprinces, qui est le président français, parce qu'il est coprince dans des principes qui sont un peu contraires à la laïcité, puisque son coprince est un évêque. Oui, c'est pas l'Espagne. L'Espagne n'est rien en Andorre. Et pour le reste, tous les autres pays ont signé. Quant à la convention sur les minorités ethniques et nationales, là on en est encore beaucoup plus loin, parce que pour la convention sur la charte sur les langues minoritaires, la France, elle a signé très tard, mais elle a signé. Et en déposant sa signature, elle a assorti cette signature de 2 pages de réserve qui font que, pratiquement, elle fait de la charte sur les langues une coquille vide. Et depuis,
malgré toutes ces réserves, elle ne l'a, contrairement à ce qu'affirment certaines autorités politiques en France actuellement de manière mensongère, elle ne l'a toujours pas ratifiée. Quant à la Convention sur la protection des minorités ethniques et nationales, ça, de toutes les façons, la France ne peut pas la signer, puisque principe fondamental, constitutionnel du droit français, il n'y a qu'un peuple, unique, le peuple français, et il n'y a en France ni minorité ethnique, ni nationale, ni quoi que ce soit. C'est, je dirais presque la clé de voûte de l'édifice constitutionnel français, et j'imagine mal qu'elle le considère comme modifiable. Il suffit de se référer aux décisions les plus récentes sur la question. Lorsque, dans un élan un peu curieux, le Parlement avait voté la loi sur la régionalisation de l'époque Mitterrand, où il avait prévu le statut de la Corse. La loi sur le statut de la Corse, qui avait été promulguée par Joxe à l'époque, parlait du peuple corse composante du peuple français. Ça a été immédiatement déféré au Conseil constitutionnel, qui a rendu une décision lapidaire et qui a censuré cette disposition immédiatement en disant en France, il n'y a qu'un peuple composé de tous les citoyens, sans distinction d'origine, de race, de religion, de quoi que ce soit. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de peuple corse composant du peuple français. Ça n'existe pas dans la conception juridique des Français. Alors, ça n'existait pas en Espagne non plus. Si. Si. En Espagne, je suis désolé, mais même dans les pires époques. L'institution, ça change. Et oui, en fait, même à l'époque du régime monarchique espagnol, il y avait des fueros, c'est-à-dire des droits particuliers, des droits autonomes. Il y en avait pour la Navarre, il y en avait pour le Pays Basque, il y en avait pour la Catalogne. En France, il y en avait plein. La France était faite que de droits particuliers, tous les problèmes. Oui, j'entends bien. Il y a la Bretagne, on avait, la Provence, on avait. J'entends bien. Mais à cette époque, il y en avait. Sous Franco, ça a un peu changé, puisque quand les gens qui étaient arrêtés pour leur catalysme ou pour leur combat au Pays Basque, quand ils s'exprimaient en catalan, ils s'exprimaient en euskara, se faisaient crier dessus par les gardes civils habla cristiano, parle chrétien. C'était très significatif. Bon. Aujourd'hui, effectivement, à la suite de la chute du franquisme et d'une espèce de rénovation de l'organisation de l'Espagne de fond en comble à ce moment-là, bon, il y a eu les autonomies, la reconnaissance de l'ensemble des mouvements politiques, les autonomies avec des statuts différenciés, c'est-à-dire ce qui a causé un peu le caillou dans la chaussure en Catalogne au regard du régime fiscal dont Gilles parlait il y a un instant, parce que le régime fiscal des Basques est plus favorable que celui des Catalans. Bon, et que ça crée des jalousies. Mais il n'en reste pas moins que, en France, c'est inimaginable. Le modèle français, alors ça n'a pas toujours été le cas. Et c'est peut-être ce que l'histoire du droit nous apprend. Comme il disait, sous l'Ancien Régime, chacun avait son droit coutumier ou son droit écrit, mais qui changeait suivant les parlements et suivant les provinces. À ceci près que, par une interprétation abusive du premier texte qui impose la langue française et qui est l'édit de Villers-Cotterêts, en fait, François Ier l'avait fait pour que les textes juridiques ne soient plus en latin, mais en français, de façon à ce qu'ils soient compris à peu près par tout le monde. C'est devenu, jusqu'en 1995, la langue officielle unique et obligatoire. Il a fallu ensuite que ça rentre dans la Constitution, parce que quand on plaidait dans les tribunaux sur la question, ça faisait un peu ringard, pour ne pas dire un peu pas très républicain, de se référer à un texte de l'Ancien Régime. Bon. Il y a eu, au moment de la Révolution, un basculement très important. Au départ,
rappeler que, pour moi, la Révolution, ça ne commence pas le 14 juillet 1789, ça commence le 20 juin. Pour moi, la Révolution en France, c'est le serpent du jeu de paume, où une minorité, un quart des États généraux, les membres des États généraux qui avaient réuni Louis XVI, essentiellement composés de gens du tiers-État et pour une partie, je dirais, de l'aristocratie éclairée et de quelques évêques un peu insoumis comme Talleyrand, va proclamer le serment du jeu de paume et dire on se transforme en assemblée constituante, on va faire une constitution. Et on a la célèbre algarade entre le marquis de Trézé et Mirabeau, deux aristocrates pourtant, où l'un vient signifier l'ordre du souverain de quitter les lieux, et l'autre lui répond la célèbre phrase « Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes ». Bon. Là, c'est un coup d'État, c'est une minorité des États généraux, puisque c'est 300 représentants sur 1200 qui vont faire un coup d'État et qui vont finir par imposer et faire signer par le roi, par la force, c'est vrai, l'acceptation du principe de la Constitution et la Déclaration des droits de l'homme qu'ils auront établi dans l'intervalle et l'abolition des privilèges qu'ils ont également établis dans l'intervalle. Et à ce moment-là, les dispositions qu'ils prennent sont assez étonnantes. C'est quelque chose d'un peu ignoré de l'histoire. Je comprends que l'histoire de France ne s'en vante pas. Ils vont prévoir que tous les textes de loi qui créeront le nouvel état de droit seront traduits dans toutes les langues des peuples de France. Oui, il y a un décret de la Constituante qui prévoit ça. Et ça tourne court parce que Talleyrand dit attendez, mais vous vous rendez compte de ce que ça va coûter de traduire les textes dans X langues. Donc on va suspendre le texte et on ne pourra pas le mettre en œuvre pour des raisons budgétaires. C'est même extraordinaire. C'est un argument qui est... Je savais l'histoire, mais je ne connaissais pas l'argument de Talleyrand. C'est tellement énorme comme argument. Je veux dire, à l'époque, on ne faisait qu'écrire du matin au soir, tout envoyé en province. Robespierre faisait des textes de 30 pages par jour, Saint-Just 30 pages. Tout le monde écrivait tout le temps, tout ça passait en province, et on ne pouvait pas traduire une constitution qui aurait fait 10-15 pages en 30 ou 40 langues. C'est ça, c'est impensable. C'était pas seulement la Constitution, c'était tout l'arsenal juridique derrière. Oui, bon, effectivement. Donc on suspend, et à ce moment-là, on arrive un peu plus tard, je dirais, au moment de la prise de pouvoir par les montagnards de la Convention et du Comité de salut public, et c'est là que vont se figer les choses, si je puis dire. C'est les deux rapports demandés par le Comité de salut public, l'un à Barès, qui est un avocat toulousain, et l'autre à l'abbé Grégoire, sur la nécessité de faire parler tout le monde français. Et les citations sont incroyablement violentes. Ça, je ne sais pas si vous les connaissez, mais... alors, on va en prendre un tout petit peu, et ça donnera en définitive le décret du 2 Thermidor en 2, c'est-à-dire 20 juillet 1794, c'est 7 jours avant la chute de Robespierre. C'est assez extraordinaire. Article 1er, compté du jour de la publication de la présente loi, nul acte public ne pourra, dans quelque partie que ce soit du territoire de la République, être écrit qu'en langue française. Après le mois qui suivra la publication de la présente loi, il ne pourra être enregistré aucun acte, même sous seing privé, s'il n'est écrit en langue française. Article 3. Tout fonctionnaire officier ou officier public, tout agent du gouvernement, etc., qui, à compter du jour, dressera ou écrira ou souscrira dans les dispositions des procès-verbaux, jugements, contrats et autres, conçus en idiome ou langue autre que la langue française, sera traduit devant le tribunal de police correctionnelle de sa résidence, condamné à 6 mois d'emprisonnement et destitué. On ne rigole pas. Les recevables de l'enregistrement, même chose. Le problème, c'est que
ça c'est le deuxième leader, et que le 9, Robespierre chute. Et je crois que c'est un mois plus tard, je ne sais plus la date exacte, la Convention suspend ce texte en disant il faudra un autre rapport qui n'arrivera jamais. Et ça ne réapparaîtra que dans un senatus consulte de Bonaparte après ses conquêtes vers le nord et vers l'est pour créer de nouveaux départements français, qui prévoira l'usage de la langue française dans ces départements-là. À Barcelone, par exemple. Ou à Barcelone, par exemple, oui. Très populaires. Donc ils sont très populaires. Et voilà. Et après ça, il faudra attendre, effectivement, à part le fait que les textes sont effectivement rédigés en français, il faudra attendre la réforme constitutionnelle de 1995 pour que la langue française soit imposée. Plus largement, aujourd'hui, ce que je constate, c'est que ce qui se passe en Catalogne, ce qui se passe en Écosse, ce qui se passe en Corse, sur le plan européen, c'est pas anodin. Et je vais vous donner la meilleure définition de ce qui se passe à mes yeux. Elle émane d'un juriste, et un juriste difficilement contestable, puisqu'il s'agit d'Olivier Duhamel, agrégé de droit public et de droit constitutionnel français, qui a dit, d'Olivier Duhamel, qui a dit ce qui se passe en Catalogne, ne vous y trompez pas, c'est une des premières manifestations de la crise identitaire des États-nations, c'est-à-dire des États qui composent actuellement l'Europe. Et je crois qu'aujourd'hui, la France va devoir être confrontée à cela, et que si nous devons réfléchir à l'avenir de la Bretagne en Europe, c'est parce que précisément l'État-nation, en violation de normes européennes et de normes internationales, parce qu'il y a aussi des normes au niveau de l'ONU là-dessus, dont la déclaration autonome, dont la déclaration de 2007 sur les droits des peuples autochtones, refuse de reconnaître l'existence de ces peuples et de ces cultures diverses, y compris dans les négociations actuelles avec la Corse, c'est très net, eh bien, elle va s'y confronter, et je ne sais pas ce que ça va donner, mais je crains qu'elle ne soit pas majoritaire dans la reconstruction de l'Europe, dans l'appréhension qu'elle a aujourd'hui de ses problèmes. Merci. Merci Yann, de la ville de Vannes, pour parler du possible. Du possible, même du probable, espérons-le. D'abord, merci, et merci de nous associer à ce débat vraiment très intéressant, très vivifiant. Merci à Gilles Martin-Chauffier d'avoir publié ce livre du bonheur d'être breton. Quand même un titre déjà qui nous fait plaisir. Il sera évidemment un de nos invités d'honneur du prochain salon du livre à Vannes, en juin, le début août. Et je voudrais, moi, vous exprimer un peu un sentiment plus général sur un côté plus culturel. En effet, je pense que c'est par la culture qu'on peut faire progresser les idées. Dans le dernier magazine breton, qui a consacré 6 pages, je crois, au livre de Gilles, grâce à qui nous sommes réunis aujourd'hui, j'ai bien aimé une interpellation de Franck Darcel de Braise Europa. Et Braise Europa, c'est aussi quand même vraiment constitutif de cette réunion d'aujourd'hui, Bretagne-Europe, qui dit le roman national français nous a privés de notre histoire. Et donc, il me semble que c'est en consolidant le sentiment breton par justement l'enseignement de son histoire, dont la Bretagne et les enfants de Bretagne, par génération entière, sont privés, que nous pouvons progresser. Alors ça, c'est une étape importante, et je trouve que je suis élu à la mairie de Vannes, en tant que délégué à la culture bretonne, à la défense de la langue bretonne, et également aux affaires un peu internationales de la ville, et c'est pas négligeable, quand, par exemple, nous allons réunir bientôt à Vannes le congrès des plus belles baies du monde, 25 pays, 42 baies, eh bien, la communication se fera de manière bilingue, de façon à ce que les étrangers de très loin qui sont
au-delà de Vitré et de la Gravelle, par exemple, qui viendraient du Japon ou de Corée, repartiront avec une perception déjà d'une identité bretonne réelle et non pas purement virtuelle. Alors, dans cette mission qui m'est confiée, j'ai la chance d'avoir des relations d'excellence, je dirais, avec des élus de tous bords. Pourquoi je dis ça? C'est parce que naguère, il y avait une devise bretonne qui disait en langue bretonne « Mariche naguette, présévet, ni rouge ni blanc, la Bretagne d'abord ». Et Alan Steven m'a dit un jour, elle est vraiment dépassée cette notion, parce qu'en fait on devrait dire « russe advienne, rouge et blanc, la Bretagne d'abord ». J'ai trouvé que c'était pas idiot. Et du coup, quand je vois dans cette salle aujourd'hui Hortense de Pape, maire adjointe de la ville de Vannes, très européenne, et qui est vraiment une fille dynamique et tout à fait en marche. Je vois Nicolas Le Quintrec, qui est de sensibilité socialiste extrêmement ouverte et indépendante, bravo, je le salue. Gabriel Sauvet, qui est venu nous voir tout à l'heure, et qui est maire adjoint, chargé de la culture à Vannes, d'une autre tendance. Eh bien, ils savent tous, quand on parle de la Bretagne, que nous en parlons d'une manière positive pour faire avancer les choses. Et un de mes sentiments qui fait qu'une des remarques, plutôt de réflexion, qui me guide souvent, c'est qu'il y a plusieurs générations qui ont été sacrifiées dans l'éducation de la bretonité ou de la conscience bretonne. Et que donc, le travail, avant d'arriver à l'Europe, avant de dépasser l'État-nation qui corsette les nations réelles, telles que la Bretagne, qui en est constitutive, eh bien, c'est par la jeunesse qu'on doit pouvoir progresser. Et la jeunesse, elle passe par l'éducation, et donc par l'histoire, et par la culture, et aussi par la langue. À Vannes, donc je parle de ce que je connais, à Vannes, nous avons 572 élèves qui sont éduqués en langue bretonne, à travers les 3 filières, Diwan, Dioun, Dioyes. Et un jour, Patrick Malarieux, qui est présent en face de nous, s'en souviendra, en 2015, lorsqu'il a, sur cette même scène d'ailleurs, décerné le collier de l'Hermine à plusieurs de nos amis, dont M. Arquard, ici présent, eh bien, le maire de Vannes, David Robot, a émis un vœu. Le vœu, un jour, que le relais soit pris entre des enfants pré-éduqués dès le baby-boom brace, en quelque sorte, jusqu'au collège, eh bien, que le lien soit fait avec l'étape suivante, qui est l'étape du lycée. Et là, le département, et là, la région, ont enchaîné, ont suivi, et nous savons aujourd'hui que ce projet, né d'un vœu, exprimé ici même, dans cette salle, sur cette tribune, sera suivi. Alors, ça ne nous éloigne pas du sujet qui nous réunit aujourd'hui. C'est que le lien a été rompu trop longtemps entre le sentiment d'appartenance bretonne, le sentiment de la conscience bretonne, le sentiment de la citoyenneté bretonne ou française, le sentiment de la citoyenneté européenne. Les liens ont été rompus longtemps. Naguère, quand j'étais gamin, je me souviens qu'il y avait une devise du MOB, le mouvement pour l'organisation de la Bretagne, les plus anciens s'en souviendront, qui disait, en gros, ouvrir l'appartement Bretagne dans l'immeuble France du quartier Europe. C'était un slogan malin. Malheureusement, d'ailleurs, l'appartement Bretagne, qui naguère était un 5 pièces, est devenu un 4 pièces par la grâce du maréchal Pétain et de tous ceux qui ont suivi d'ailleurs depuis la 4e République et qui ont accepté cette désolation de la séparation de la Loire-Atlantique de la Bretagne. À la mairie de Vannes, encore une fois, je parle de ce que je connais, nous avons fait passer un vœu. Et un jour, j'ai lu sur Twitter que ça ne servait pas à grand-chose parce qu'en fait, personne ne les disait. Il suffit de se le procurer et de le répandre. C'est un vœu pour la réunification de la Bretagne, qui est une étape importante et même vitale dans le sentiment de la conscience bretonne et de son renouveau et du passage du témoin entre les générations. Ce vœu a été voté à l'unanimité de toutes les tendances et de toutes les familles politiques qui sont réunies au conseil municipal de Vannes. Et il allait même relativement loin, puisqu'il évoquait une éventuelle future dévolution des pouvoirs. Bon, c'était dit d'une manière diplomatique, certes, mais au moins ça passait. Et donc,
pour conclure un petit peu dans mon intervention, je pense que le travail à faire aujourd'hui, bien avant d'arriver à ce qu'un jour la Bretagne trouve une place bretonne dans l'Europe, mais le livre de Gilles Martin Chauffier, pardon, qui n'est pas un roman justement, nous donne beaucoup d'espérance, parce qu'il ne parle pas de décomposition d'Europe, il parle de recomposition. C'est donc un atout à prendre en main. Et ainsi, peut-être que si nous-mêmes arrivons à reconquérir notre propre roman national qui n'existe pas, qui n'est pas enseigné, eh bien nous progresserons. Il y a deux ou trois choses qui m'ont un peu choqué récemment dans le paysage politico-culturel. Ben, les Catalans, on en a parlé. C'est vrai que la Catalogne a été un point de départ pour Gilles quand il a écrit son livre. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que dans les autres minorités de la péninsule ibérique, que ce soit en Euskadi, ou que ce soit en Galice, en Asturie, dans les Asturies, et même en Andalousie, parlons-en, il n'y a pas eu d'empathie autour du mouvement catalan. Ça m'a frappé. Sans doute que le discours était porté trop sur un plan économique et de séparation économique par rapport à un plan historique et aussi culturel. Ça m'a frappé. Deuxièmement, autant nous faisons tout ce que nous pouvons, et vous le savez, pour soutenir, pour aimer, pour accompagner les Écossais dans leur démarche. Récemment, il y a eu cette grande démarche pour obtenir 1 million de signatures en faveur justement de l'avancée sur les langues minoritaires, enfin tous les pays d'Europe qui pourraient mettre en avant leur minorité. J'ai été frappé par deux choses. Les Écossais ont très peu signé. Jacques-Yves Le Touze, qui est ici présent, qui est le patron du comité Brogos, décerné récemment au Rugby Club de Vannes. Je vous conseille à tous d'aller au match le 6 avril, où vous entendrez 9000 personnes debout, la main sur le cœur, qui reprendront les paroles du Brogos qui défile autour du stade, et les enfants de l'école Saint-Guen qui vont le chanter, tandis que le PACA Millénarium sera présent. Je vous invite à tous venir pour cette grande fête bretonne, de sentiments très exacerbés, très forts, très puissants, chaleureux, joyeux. Eh bien, c'est vrai qu'on en parlait avec Jacques-Yves, qui est l'initiateur du prix Brogos, et qui l'a fait remettre cette année au RCV avec quelques mois d'avance sur la saison sportive. Les Écossais n'ont pas été tellement au rendez-vous, ils n'étaient pas très impliqués dans cette démarche du 1 million de signatures, heureusement obtenues aujourd'hui. Ça m'a étonné. Et ce qui m'a étonné en plus, c'est qu'il y a eu seulement 6000 Bretons qui l'ont signé. Et ça, franchement, c'est pas terrible. Merci. Merci pour cette démonstration du dynamisme breton dans la ville de Vannes. C'est vrai que moi j'ai écrit récemment un bouquin avec Marc Alévi. Ça marche pas? Voilà. Oui, j'ai écrit un bouquin récemment avec Marc Alévi où on a interviewé un certain nombre d'intellectuels européens sur qu'est-ce qu'ils attendent de la Bretagne. Qu'est-ce que les Européens attendent de la Bretagne? Mais sans doute Gilles a des réponses là-dessus aussi. Je voudrais juste conclure, parce qu'en fait, on est tous bretons ici. Et je voudrais que les gens se rendent compte que c'est assez étrange que la Bretagne ne soit pas plus sensibilisée à son propre sort. Et c'était ce qui a déclenché l'écriture de mon livre, c'était justement de se dire comment ça se fait qu'on soit, alors qu'on avait tous les atouts pour rester une puissance indépendante, avec une monnaie, une administration, une armée, des ambassades un peu partout en Europe, et comment ça se fait que notre État se soit dissous aussi vite. Et en même temps, il faut quand même dire une chose, c'est que la Bretagne a des atouts considérables. D'abord, vous savez qu'il y a une formule qui dit que la géographie est l'œil de l'histoire. Si vous allez où que ce soit dans le monde, au Japon, en Chine, au Nigeria, et vous leur dites où est la mort à vie, la bohème mort à vie, ça leur dit strictement rien. Vous leur dites où est le Bade-Württemberg, ça leur dit strictement rien. Vous allez à peu près partout dans le monde et vous dites où est la Bretagne, les gens vous diront la Bretagne, c'est là. Il y a une singularité géographique extrêmement forte de la Bretagne, qui s'accompagne d'une singularité climatique, architecturale, qui fait que la Bretagne est une vraie force.
Et en même temps, il y a comment ça se fait que cette force, cette puissance est disparue. Et c'est là que je trouve que le discours de Patrick est très intéressant, c'est que la France s'est bâtie sur un discours. La France, c'est le pays des mots. Et le discours de la France, qu'a-t-on dit à la fin, au début de la Troisième République, qui sont les pères de France? On nous a dit sur tous les tons, les pères de France, c'est les hussards noirs de la République. Et les hussards noirs de la République, ils ont inventé une histoire de France. C'est-à-dire que nous tous, on nous a enseigné une histoire qui est fausse, qui est pleine de trous. C'est pas un tissu, l'histoire de France, qu'on nous a enseigné, c'est une dentelle. Et pour vous donner qu'un seul exemple, non seulement je ne parlerai pas de l'histoire de la Bretagne, mais Bordeaux, la guerre de 100 ans est enseignée de la même manière à Bordeaux, à Nice, à Paris, à Strasbourg. À Strasbourg, ça ne les a pas concernés. Pourquoi on en parle, c'est en rien concerné. Bordeaux, ils étaient les premiers au dernier jour dans le camp anglais. À aucun moment, les héros français ne peuvent être les héros de Bordeaux. Et on a oublié, mais les Anglais, ils faisaient venir leurs troupes. Il fallait quand même qu'il y ait des bateaux pour alimenter les troupes du Prince Noir. Tous ces bateaux venaient de Bayonne. La flotte bayonnaise a été extrêmement puissante au XIIe, XIIIe, XIVe siècle. Tout ça, on ne nous l'enseigne jamais. On ne nous enseigne pas qu'il y a eu un royaume à Montpellier. Les Français ne connaissent pas leur histoire. Et donc, évidemment, ne connaissent absolument pas l'histoire de Bretagne. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que tout à l'heure, même l'histoire de Bretagne, même, je pense que la Bretagne a une longue vie à elle personnelle, mais qu'effectivement, en 1789, on l'a complètement oublié parce qu'on nous a enseigné que les chouans. Mais en 1789, la Bretagne est à la pointe du combat révolutionnaire. La Bretagne n'est pas anti-révolutionnaire, elle est au fond à fond pour le mouvement. Du reste, miracle, c'est parce que la Bretagne s'en est mêlée la première que le premier sang a coulé. C'est une phrase de Chateaubriand qui dit « Je t'arrête, lecteur, regarde couler le premier sang de la Révolution ». Et ça se passe à Rennes, où l'aristocratie qui s'est réunie pour dire sujet son propre cahier de doléances a envoyé ses valets, ses domestiques et tout, casser la figure des étudiants de la fac de droit. Résultat des courses, les Bretons, l'aristocratie bretonne est tellement vaniteuse, tellement pleine d'elle-même qu'elle refuse d'aller à Versailles. Et c'est ce qui va sauver les États généraux. Parce qu'en fait, il va manquer les 50 députés nobles des Bretons, plus les députés, parce que dans la noblesse, il y a pas mal de députés qui sont allés rejoindre le tiers-État, et dans le clergé encore plus. Et finalement, la clergé et la noblesse devaient avoir 2 fois plus de monde que le tiers-État. Entre les Bretons qui ne sont pas venus et ceux qui ont déserté, qui sont passés dans l'autre camp, ça s'est équilibré. Ce que je veux dire par là, c'est que ensuite, on l'oublie, mais la nuit du 4 août, la fameuse nuit du 4 août, ce qui est, tout à l'heure, mon voisin a dit que pour lui, c'est le 20 juin. C'est vrai que le 20 juin, le serment du jeu de paume, c'est quelque chose de fantastique. Mais le jour de la Révolution, c'est le 4 août 1789, quand on n'a pas les privilèges. Et le patron, le maître de cérémonie, le président du Parlement ce jour-là, c'est Isaac Le Chapelier, c'est un avocat rennais. Et le mec qui mène les débats, c'est Langevennais, c'est un autre Brenais. On a oublié à quel point les Bretons étaient à la pointe du combat. Et il faut vous dire une chose, c'est que pendant tous les mois où les États généraux ont lieu à Versailles, il y a une réunion qui a lieu, des députés bretons qui se réunissent le soir et qui rédigent le texte de ce qui s'est passé dans la journée. Et c'est tellement sérieux, tellement bien fait, que tout le monde finit par se réunir au comité des députés bretons, qui, au moment, en octobre, quand les États généraux se transfèrent à Paris, ils s'installent et ils louent une salle. Et cette salle, c'est le club des Jacobins. C'est-à-dire que la Bretagne n'a pas du tout été opposée à la Révolution. Au début, elle était au contraire le fer de lance de la Révolution. Et le club des Jacobins, au début, c'est le club breton. Chose qu'ils aient totalement cachée. Personne ne l'enseigne, personne ne le sait. Et ensuite, il va se passer simplement que, effectivement, les révolutionnaires ne parlent que de Cicéron, de Marius, ne parlent que les termes latins, de citation latine à la bouche, ils parlent que de Toge, ils s'appellent camarades, ils s'appellent citoyens, mais en réalité, dans la réalité, rien ne change. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les salons mondains, maintenant c'est les tribunaux où ça se passe, mais la situation demeure la même, c'est-à-dire que les gens qui sont au pouvoir s'accordent de tous les pouvoirs. Et ce qui va se passer, c'est que
la nationalisation des biens du clergé, puis la nationalisation des biens des immigrés, va être attribuée uniquement aux grands bourgeois, et qu'en 92-93, quand il va falloir lever en masse les populations pour les battre sur les frontières, on va les prendre aux paysans qui n'ont en aucun cas profité des partages des biens nationaux. Ce qui fait qu'effectivement, les régions vont se soulever, et en particulier la Bretagne et la Vendée. Mais ce que je voulais vous dire par là, c'est que si on ne le sait pas ça, c'est parce qu'en fait, toute l'histoire de France nous est enseignée selon le modèle de ce qui a été inventé, sublimement inventé. J'adore, moi j'ai lu au moins 4 ou 5 fois l'histoire de France de Michelet. Michelet est un écrivain merveilleux qui a un style extraordinaire, qui vous rend... On est emporté par le flot d'éloquence de Michelet. Mais ce qu'il invente, c'est une jeune femme ravissante, blonde, pure, qui tombe amoureuse de Vercingétorix, puis ensuite elle tombe sous le charme de Clovis, et elle va aller défendre des idées, etc. Un roman totalement absurde qui ne repose sur rien. Et aujourd'hui, c'est pour ça que c'est très important le combat, c'est pour ça que c'est important qu'on écrive des livres, qu'on enseigne l'histoire de la Bretagne, etc. C'est que les gens sachent que la France, elle n'est pas née beauté et armée sous Vercingétorix. D'ailleurs, sous Vercingétorix, il faut bien dire la vérité, la Gaule, la moitié de la Gaule, les Étuins et les grands peuples gaulois sont pour César. Le combat que César mène en Armorique, c'est 4 ou 5 ans avant Alésia. La Gaule n'est pas tellement unie, et les Vénètes mènent le combat contre l'Armorique, à Vannes, et on va être battu, et la Gaule ne branche pas, n'intervient pas, ne songe pas à venir à notre aide, et Vercingétorix se mobilise 3 ou 4 ans plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que l'histoire de France, c'est 1 million d'histoires. Et donc c'est très important de se réunir, parce que un jour, la France absorbe l'Espagne, absorbe la Bretagne. Donc il y avait une pièce bleue, puis après il y a une pièce rouge. Ils abattent la cloison et disent, ben voilà, la pièce est verte. Non, la pièce est pas verte. La Bretagne reste la Bretagne, la France reste la France. Et c'est pour ça que je pense, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, que les grandes régions doivent servir de fer de lance. Et c'est très dommage que la Bretagne soit très en retard. Mais bon, c'est pas elle qui le fera, d'autres se feront pour elle. La Flandre sera beaucoup plus efficace que nous, la Catalogne est évidemment beaucoup plus efficace. Et ce que je voulais juste terminer, je ne vais pas parler pendant des heures, c'est vraiment vous dire, lisez des livres d'histoire, offrez à vos enfants des livres d'histoire, qu'on sache quelle est notre histoire. Et qu'il y a une légitimité à vouloir réorganiser l'Europe en région. Parce que il y a les gens qui s'opposent à ce rêve d'évolution régionale disent « Ah, mais bien sûr, vous voulez revenir au féodalisme. » Alors là, c'est le mot magique, féodalisme. Et communautarisme. Oui, non, mais féodalisme, c'est intéressant parce que c'est un mot, c'est un de ces mots maudits. C'est comme le mot mondialisation. La mondialisation, non, mondialisation, c'est mauvais. Non, la mondialisation, parlez-en en Chine, parlez-en en Thaïlande, parlez-en en Afrique, parlez-en dans la plupart. Il y a 15 pays qui en ont bavé, dont nous, mais il y en a 150 qui en ont profité de la mondialisation. Comme le mot libéralisme, on dit libéralisme, oulala, ne parlez pas de libéralisme. Les libéraux, c'est quand même eux qui ont inventé la démocratie. Au XVIIIe siècle, les libéralistes, c'était la voie de la démocratie. Le féodalisme, on nous dit le féodalisme, c'est le retour en arrière, c'est l'Europe boueuse, c'est comment ça s'appelle le livre Le long de la rose, tout est crotté. Non, pas du tout. C'est le moment où il n'y a pas de grande région, il n'y a pas de grande nation, mais il y a des grandes régions. L'Europe se forge, se fabrique. On abolit le servage, les grandes cathédrales sont construites. L'époque du féodalisme, c'est pas du tout l'horreur. Il y a eu un Moyen-Âge prospère, et on y reviendra. Et quand les gens vous disent c'est le retour au féodalisme, je dis oui, ben, éventuellement, pourquoi pas. C'est pas plus mal de revenir à l'an 1200 où les choses se passaient bien qu'en revenir en 1914. Les retours en arrière, ça ne veut rien dire en soi. Il ne faut pas se laisser intimider par les mots. Et donc, voilà, ce que je voulais simplement vous dire, c'est ça. C'est connaissez votre histoire, apprenez votre histoire, offrez-la à vos enfants, et c'est l'histoire qui vous donnera une légitimité pour créer une Europe beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée. Parce qu'en fait, l'Europe qu'on veut, l'Europe des régions, c'est une Europe qui a l'avantage de... C'est une Europe qui veut que chacun garde sa personnalité. On vit dans un monde qui est beaucoup trop le même partout.
C'est-à-dire, on a partout la même architecture, partout les mêmes entreprises, partout les mêmes banlieues. Et le moyen de s'en sortir, c'est précisément d'essayer de s'ancrer. C'est pas faire un ancrage raciste, pas faire un ancrage absurde, pas faire un ancrage xénophobe. Faire un ancrage simplement de dire, voilà, on est ici, on est bien, c'est chez nous, c'est beau, revenez, et puis on ira chez vous, puis venez chez nous, mais défendre, défendre ce qui est proche de notre cœur. Voilà. Et c'est ça l'Europe des régions auquel je rêve et que, à mon avis, nos petits-enfants verront, parce qu'elle est inscrite dans l'histoire.